Voilà, donc on entame le premier thème. Diabète type 2, prévention, dépistage, information et accompagnement. La session 1 de la physiopathologie au traitement. Comprendre les fondamentaux pour mieux accompagner plutôt les patients en officine. Alors, le thème sera présenté par professeur Amel Marani Alaoui, professeur de la pharmacie clinique de la faculté de médecine de la pharmacie de Casablanca. Merci. Les deux, Dr Aïcha Zahi, pharmacienne d'officine à Rabat, présidente de la Société marocaine de la valorisation de l'acte officinal SMVAO. Voilà. Donc vous avez 40 minutes l'une. Merci beaucoup. Vous prenez le baladeur? Comme ça je peux me... Oui. Exactement. هذا كيدوز. نجرب هذا. صافي نشوف. مساء الخير, bonsoir à tous. Je suis vraiment honorée d'être aujourd'hui ici parmi vous et je remercie l'association Tadamoun qui porte très bien son nom de m'avoir invitée ici à Agadir, surtout pour débattre d'un thème qui est très très intéressant et qui revêt une importance capitale, qui est le diabète de type 2. Et en fait, dans cette session, vous allez voir, on aura des présentations qui seront complémentaires. Et on s'est dit qu'on allait commencer par la base. Donc, vraiment le diabète et tous les conseils que vous pourrez donner, le plus important d'abord, c'est de commencer par les mécanismes, donc expliquer déjà la pathologie et puis les traitements, comment ils vont agir. D'accord? Donc, le diabète, bien sûr, vous savez, c'est une pathologie chronique et il correspond à une hyperglycémie chronique au-delà de 1,26 à jeun. On verra par la suite les critères diagnostiques. Mais ce qui est important, c'est que la Fédération internationale du diabète, elle a désigné cette pathologie comme l'une des principales urgences mondiales du XXIe siècle. Pourquoi? Parce que déjà, de par sa prévalence, et on va le voir par la suite, donc c'est une pathologie qui est très fréquente. Et deuxièmement, c'est une pathologie qui a vraiment un impact en termes de complications, que ce soit des complications aiguës ou chroniques. Et donc, juste pour vous donner une idée par rapport à la prévalence de cette pathologie, alors le nombre de patients qui sont touchés par le diabète de type 2, si vous voyez au niveau du tableau, il dépasse la population des États-Unis. D'accord? C'est pour vous dire le nombre de patients qui est touché et donc l'importance de cette pathologie. Donc si c'était un pays, le diabète de type 2, il serait le 3e en termes de population mondiale. D'accord? Donc ça, c'est au niveau mondial. Mais le pire, c'est que cette pathologie, elle est encore en augmentation. La prévalence, elle est en augmentation. Si on voit juste la région, donc MENA, Middle East et l'Afrique du Nord, on va avoir en 2050 une augmentation de plus de 90% de patients. D'accord? Donc déjà, là, en ce moment, les patients KTER, mais la pathologie REDIA en plus au 4Z. Au Maroc, la prévalence, les derniers chiffres, elle est de 12,4% avec plus de 12 000 décès par an et une prévalence. Donc ça, c'est pour le diabète. Maintenant, il y a aussi le prédiabète. Le prédiabète qui a une prévalence de 10%. Donc en plus des 12%, on a 10% au Maroc, 10,4%. Mais ce n'est pas tout. Plus de 60% n'ont jamais mesuré la glycémie. C'est-à-dire que fait les 60%, il y a encore des gens qui ont le prédiabète ou le diabète. Et je pense que Dr Zahi, c'est la spécialiste du dépistage du diabète, donc elle pourra nous donner par la suite un peu les chiffres de ce qu'ils ont trouvé. Donc déjà, on a beaucoup de patients qui sont diabétiques ou prédiabétiques, mais en plus, il y a beaucoup de diabétiques qui s'ignorent. Et on va voir
pourquoi c'est très important, ou le rôle de la pharmacie d'officine est très importante dans ce dépistage-là. Voilà, donc ça, c'est la prévalence, c'est l'importance du sujet. Maintenant, ce qu'on va voir ensemble, c'est quels sont les mécanismes qui donnent finalement le diabète de type 1 pour pouvoir l'expliquer aux patients, et puis comment agissent les traitements selon ces mécanismes-là. Et on va commencer par le commencement. Donc, comme vous savez, le glucose, c'est la principale source d'énergie dans le corps. C'est la source d'énergie qui est utilisée le plus rapidement par les muscles, par le cerveau. Donc, c'est le glucose. Et il se retrouve soit dans le sang, ou à la glycémie, soit stocké au niveau du foie sous forme de glycogène. Et puis l'hormone qui est la plus importante dans l'équilibre glycémique, c'est l'insuline, ça vous le savez. Donc c'est l'hormone hypoglycémiante. Je ne sais pas l'insuline, elle va diminuer le glucose qui circule dans le sang. Comment? Donc elle va augmenter son stockage. On a dit que le stockage, c'est au niveau du foie sous forme de glycogène. Donc l'insuline, elle augmente le stockage du glucose et elle diminue la production du glucose par le foie. En plus, au niveau des tissus, elle va augmenter la captation, l'utilisation du glucose par les tissus, donc par les muscles. Et ensuite, au niveau des lipides, du tissu adipeux, elle va augmenter la synthèse du tissu adipeux, donc des lipides. C'est pour ça que pour les diabétiques de type 1 qui n'ont pas d'insuline, on va avoir l'amaigrissement ou diabète du type 1. C'est l'amaigrissement, très bien. D'accord? Donc l'insuline, parce que c'est une hormone qui augmente la synthèse d'insuline. Puisqu'on n'a pas d'insuline, donc on va avoir l'effet inverse. Très bien. Donc l'insuline, quelle est sa relation avec le glucose? L'insuline, elle agit comme une clé, d'accord, au niveau cellulaire. Si on zoome au niveau de la cellule, on a ici donc l'insuline, elle va تلصق le récepteur ديالها اللي كيعرفها. Donc بحال يسارو تتمشي للسقطه ديالها. Qu'est-ce qui se passe quand on a l'insuline qui se met au niveau de son récepteur? Le canal de glucose s'ouvre. Une porte, elle va s'ouvrir pour que le glucose puisse rentrer au niveau de la cellule. Par exemple, si c'est une cellule musculaire, donc le glucose, il va rentrer pour que le muscle puisse agir, d'accord, pour avoir son énergie. Donc très bien. Là, c'est au niveau cellulaire, qu'est-ce qui se passe? Quand on n'a pas de diabète, quand le patient n'est pas diabétique, donc on va avoir bien sûr l'insuline qui va être sécrétée par le pancréas, par les cellules bêta de l'ingérence du pancréas. Le patient, il n'a pas de diabète, donc on va avoir production d'insuline. Cette insuline, comme on a dit tout à l'heure, au niveau du récepteur diala. Donc quand elle arrive au niveau de son récepteur, on va avoir le canal de glucose qui s'ouvre et le glucose qui va rentrer au niveau de la cellule. D'accord? Donc si c'est bien sûr le foie, on va avoir stockage sous forme de glycogène. Si c'est un tissu, on va avoir production de l'énergie. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lors du diabète? Ça va être différent qu'on soit dans un diabète de type 1 ou un diabète de type 2. Bien sûr, le sujet d'aujourd'hui, c'est le diabète de type 2, mais c'est intéressant de voir la différence. Donc ici, dans le diabète de type 1, on ne va pas avoir de production d'insuline complètement. C'est-à-dire qu'on va avoir une destruction auto-immune des cellules bêta de l'ingérence qui normalement produisent cette insuline. Et donc on va avoir ce qu'on appelle l'insulinopénie. Donc pas d'insuline. Généralement, cette destruction, c'est une destruction auto-immune. Donc c'est les cellules propres de l'organisme qui vont tuer, donc les cellules lymphocytes vont tuer nos cellules pancréatiques et donc on n'aura pas d'insuline. C'est pour ça que le traitement du diabète de type 1, c'est quoi? C'est l'insuline. D'accord? Donc on n'a pas d'insuline, on doit apporter cette insuline de manière exogène. Et donc quand on n'a pas d'insuline, il n'y a rien qui se met au niveau du récepteur d'insuline et donc le canal de glucose ne va pas s'ouvrir
on n'aura pas entrée du glucose ni au niveau du foie, ni au niveau du tissu. Il va rester où? Au niveau sanguin. C'est l'hyperglycémie. D'accord? Donc ça, c'est pour le diabète de type 1. Pour le diabète de type 2, c'est différent, surtout dans ses premiers stades. Alors là, le pancréas, au début, il est capable de synthétiser cette insuline. Mais le problème, on va le retrouver à quel niveau si vous regardez le 1 donc on a l'insuline qui va se poser au niveau de son récepteur. Donc on ne va pas avoir de problème dans l'insuline, mais on va avoir un problème au niveau du récepteur. C'est ce qu'on appelle la résistance à l'insuline ou l'insulinorésistance. Donc au début du diabète de type 2, on va avoir assez d'insuline. Même le pancréas va sécréter ou synthétiser beaucoup d'insuline pour pallier à cette insulinorésistance. Donc le problème, c'est au niveau du récepteur qui ne marche pas. Si le récepteur d'insuline ne marche pas, même si on a beaucoup d'insuline, le canal de glucose ne va pas s'ouvrir. D'accord ? Donc de la même manière, on ne va pas avoir entrée du glucose au niveau cellulaire et on va avoir bien sûr la même, on va dire, conséquence. Maintenant, donc c'est l'insulinorésistance, mais il faut savoir que ça c'est dans le début du diabète de type 2. Par la suite, parce qu'il va y avoir une grande stimulation du pancréas avec beaucoup de synthèse d'insuline, avec l'inflammation qui résulte de l'hyperglycémie, même dans le diabète de type 2 par la suite, on va avoir une insulinopénie. D'accord ? L'insuline, elle ne va pas, par la suite, dans les derniers stades, on ne va pas avoir d'insuline. Et d'ailleurs, le diabète de type 2, c'est quoi le traitement normalement? Au début, c'est les ADO, d'accord, oraux ou pas, parce qu'on a maintenant les nouvelles molécules. Mais par la suite, à un moment, on va avoir recours à l'insuline aussi, parce que l'insulinopénie va augmenter. Donc, même le pancréas ne va plus être capable de synthétiser cette insuline. Très bien. Donc là, si on veut juste schématiser un peu les choses, une cellule, normalement, on a dit que l'insuline, c'est comme une clé, d'accord, qui va ouvrir une serrure. La serrure, ou le récepteur, pour qu'on puisse avoir l'entrée, l'ouverture de la porte et l'entrée du glucose, donc du sang, d'accord. Donc, il y a l'insuline, il y a le glucose, d'accord. Et les serrures, c'est les récepteurs les récepteurs, c'est la serrure sur les différentes cellules. Donc là, c'est chez un patient normal, donc on va avoir assez de clés, donc assez d'insuline. On va avoir des serrures qui fonctionnent normalement. On a les récepteurs, donc on va avoir facilement l'entrée de glucose. Par contre, quand on a un diabétique, là on a deux choses. Les serrures, elles sont rouillées, c'est-à-dire le récepteur ne marche pas. Mais en plus de ça, par la suite, on ne va pas avoir assez de clés, donc assez d'insuline. Et là, c'est un schéma qui est intéressant, surtout quand vous voulez expliquer au patient. D'accord ? Le patient m'a le récepteur, etc., de la cellule. Donc là, c'est un schéma qui peut vraiment expliquer facilement la physiopathologie du diabète. D'accord ? Donc, quand on va avoir ces mécanismes-là, donc on va avoir les deux types de diabète, par la suite, on va bien sûr avoir des symptômes, que ce soit la polyurie, la polydipsie. Donc on va avoir une hyperglycémie. Quand on a une hyperglycémie, c'est-à-dire que le sang, ben ce sucre ou le glucose, il va être éliminé par voie rénale. Quand le glucose va être éliminé par voie rénale, il emporte avec lui l'eau, déjà. D'accord ? Donc il emmène avec lui l'eau. C'est pour ça qu'on va avoir la polyurie. Le patient, il va uriner plus fréquemment. Et bien sûr, qui dit il emporte l'eau, donc on a besoin encore de prendre de l'eau. C'est pour ça qu'on a de la soif. D'accord ? Ou le syndrome polyuro
polydipsique qui est très caractéristique bien sûr du diabète. Plus de l'asthénie, des troubles de la vision et on l'a dit tout à l'heure, surtout le diabète de type 1, on va avoir plutôt de l'amaigrissement. Un amaigrissement paradoxal avec l'envie, en fait la faim. Le patient il va manger, donc il reste maigre, c'est surtout dans le diabète de type 1. En plus de tout ça, on va avoir aussi des infections. Donc les patients diabétiques, ils font beaucoup d'infections, des infections qui durent plus longtemps. Les plaies ne cicatrisent pas rapidement aussi. Plus les complications qu'on va voir par la suite, donc micro ou macro-angiopathiques. Et dernière chose, c'est important, dans le diabète de type 2, on va surtout le découvrir de façon fortuite, où les complications. D'accord ? Par rapport au diabète de type 1 le diabète de type 1 qui lui va être d'un début brutal, donc rapidement il va être reconnu. Pour le diabète de type 2, généralement on va le reconnaître soit un syndrome coronarien ou un infarctus ou la diabète. D'accord ? Et ça c'est important. Pourquoi c'est important ? Et je vais revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc c'est juste la différence un peu entre les deux profils d'un diabétique type 1 et un diabète type 2. Donc type 2, ça va être surtout des sujets âgés de plus de 40 ans qui vont avoir une obésité abdominale, sachant que maintenant on voit de plus en plus de patients jeunes qui se présentent avec un diabète de type 2, avec le changement de mode de vie donc, et l'obésité qui sévit, même des sujets jeunes qui vont avoir un diabète de type 2. Pourquoi j'ai dit que c'était important la différence entre le début, donc diabète de type 1, c'est un début brutal, avec une hyperglycémie tala, le diabète de type 2, il est silencieux. C'est pour ça que c'est important de faire le dépistage. Le dépistage des patients, et on l'a dit tout à l'heure, les patients le dépistage, mais on va dépister qui ? On dépiste tout le monde. Et le dépistage, bien sûr, c'est très intéressant de le faire au niveau de la pharmacie d'officine. Soit quand il y a des compagnes, ou là même, des fois, on va voir les critères, des fois, tu as le malade, et vous, ça peut vous orienter vers un patient qui pourrait avoir le diabète, soit vous lui faites la glycémie ou vous l'envoyez au niveau du laboratoire ou du médecin. Donc, les dernières recommandations, quels sont les patients chez qui il faut faire le dépistage et qui peuvent avoir le diabète. Donc, le dépistage doit être envisagé chez les adultes en surpoids ou obèses, IMC, donc il a déjà chez un IMC fait 25, présentant soit un ou plusieurs facteurs suivants. Donc, en surpoids, on va lui faire le dépistage. Mais si, déjà dans sa famille, de premier degré, c'est-à-dire baba ou la maman, il est déjà atteint de diabète. Donc, si c'est le cas, dépistage. Quand on a un antécédent de maladie cardiovasculaire, bien sûr, moi j'ai déjà un antécédent de maladie cardiovasculaire, c'est automatique, on doit chercher s'il a un diabète. Bien sûr, l'HTA, le taux de cholestérol, les syndromes des ovaires polykystiques chez les femmes parfois, parce que c'est une pathologie qui peut donner la résistance à l'insuline. Et puis il y a aussi un patient qui est inactif sur le plan donc, physique. Et aussi il y a d'autres affections qui peuvent nous faire penser à une résistance à l'insuline, un diabète de type 2. Je ne sais pas si vous avez déjà eu un patient bhalaka avec les... Oui, vous l'avez déjà vu. Alors ça s'appelle, c'est une pathologie qui s'appelle l'acanthosis nigricans. C'est une pathologie qui en fait peut être due ou qui peut prouver la présence d'une résistance à l'insuline. Quand on a ce genre de patient, surtout si c'est un patient qui est en surpoids, il faut penser à faire le dépistage. Bien sûr,
quand on fait le dépistage, donc la glycémie, on va faire soit l'hémoglobine glyquée. Alors le diabète, le diagnostic biologique du diabète, c'est quand on a une hémoglobine glyquée, donc le khzan فوق من 6.5%, 6,5, ou bien une glycémie à jeun supérieure ou égale à 1,26, même une fois, ou une glycémie postprandiale. Donc à n'importe quel moment de la journée, il est quand fait à 2 grammes par litre, mais quand le patient est symptomatique. C'est-à-dire qu'il a les symptômes du diabète, il a le syndrome polyuropolydipsique et il a une glycémie à jeun qui est supérieure à 2. Hadou, c'est un patient qui est diabétique. Ça, c'est pour le diabète, mais il ne faut pas oublier qu'on a aussi le pré-diabète qu'il faut aussi surveiller de très près. Donc, pour les pré-diabétiques, c'est une hémoglobine glyquée. الخزان مازال ما وصلش ل 6.5 ولكن ما بين 5,7 à 6,4 parce que c'est des patients qui doivent suivre un régime strict pour ne pas passer à l'étape bien sûr du diabète. Et puis la glycémie à jeun, elle est entre 1, donc supérieure à 1 et مازال ما وصلش ل 1,26. Donc ça c'est le prédiabète, c'est très important de dépister les deux. On a parlé tout à l'heure de complications. On a dit que c'était vraiment, c'est pour ça que c'est une pathologie qui est très très grave. Elle est grave de par les complications qu'elle a. Et en général, un diabétique, il va, dans tous les cas, développer des complications. Mais ce qui est important, c'est que mais l'équilibre glycémique qu'il va suivre, la glycémie dialo ça va permettre de retarder les complications. Donc ça va permettre de les retarder. Par exemple, les diabétiques, ils vont faire 2 à 4 fois plus d'accidents vasculaires cérébraux. Et d'ailleurs, 8 diabétiques sur 10 vont mourir d'accidents cardiovasculaires. Vous voyez, donc c'est très très important. La néphropathie diabétique, surtout l'insuffisance rénale terminale, le diabète, c'est la première cause d'insuffisance rénale terminale. La neuropathie diabétique aussi. Quand le patient vient, je ne sais pas si Aïcha tu vas en parler par rapport au pied diabétique, il faut avec des gestes simples, c'est-à-dire juste le fait de vérifier est-ce qu'ils ont un traumatisme, un petit traumatisme au niveau du pied, ça peut être très grave chez un diabétique. Et le diabète, c'est la première cause d'amputation qui est non traumatique, c'est-à-dire les accidents et tout. Donc le diabète, il peut aider un. Donc je suis désolée, je suis en train de plomber l'ambiance, mais c'est vraiment pour montrer l'importance et l'importance du travail que vous allez faire à la pharmacie avec des gestes qui sont très simples et qui peuvent améliorer la qualité de vie des patients. Bien sûr, la rétinopathie diabétique, donc le diabète peut induire une cécité, donc le patient il est aveugle juste à cause du diabète. Et puis dans le monde, on a un décès chaque 8 secondes, juste à cause des complications du diabète. Voilà, donc ce que vous allez faire, c'est surtout, donc le patient doit suivre un certain nombre de mesures hygiéno-diététiques, Aïcha va en parler, mais aussi juste le fait d'aller consulter. Il y a des patients qui sont connus diabétiques, qui vont consulter une première fois et ne jamais revenir chez leur médecin ou ne pas aller consulter un cardiologue. Ou un ophtalmo, donc c'est très important, même au niveau de la pharmacie d'officine, de les suivre et de les orienter à chaque fois que c'est possible. D'accord ? Donc là, on a vu un peu le mécanisme. On a parlé de clés, de serrures, et on a vu que cette hyperglycémie, elle pouvait avoir un impact en termes de complications qui peuvent être très graves. Maintenant, heureusement, on a l'arsenal thérapeutique. On a les médicaments qui peuvent donc contrer ou le malade. Les médicaments, ils vont agir à plusieurs niveaux. Ils peuvent agir au niveau digestif, au niveau du pancréas directement, au niveau du foie, des tissus, les adipocytes, donc la graisse, les muscles ou bien les reins. Et là, on va voir un petit peu les médicaments qui agissent par différents mécanismes.
Donc, on a déjà la carbose. Alors, la carbose, je ne sais pas, le médicament de la carbose. Oui, il est très peu utilisé. Donc, je fais les indications normalement. Oui, exactement. Alors, je me dis, de la carbose, c'est un aliment. Quand on prend une alimentation qui est riche en sucre, bien sûr, le sucre, mais qui couche forcément le glucose, et qu'on saccharose. Donc, saccharose, c'est بزاف les molécules de glucose ملاصقين. باش ياكلوا باش يدوز باش يتابسوربا ويدوز il faut qu'il soit coupé par واحد les enzymes. هاد la carbose il bloque هاد le fait de couper ce qui fait saccharose mais il n'est pas absorbé ou kimchi il est éliminé. Donc il agit au niveau déjà intestinal pour ne pas avoir l'absorption من الاول ديال le glucose. Bien sûr, il agit juste sur les glucides donc alimentaires, il n'a pas une très bonne action, c'est pour ça qu'il n'est pas très utilisé. Ensuite, on a donc, le médicament qui est le plus connu, là, le diabète, c'est quoi? La metformine. Donc la metformine qui va agir, elle, sur les tissus. La metformine, comment elle agit? Donc au niveau du foie, elle va diminuer la production du glucose par le foie. Donc le foie, il ne va pas produire le glucose. Aussi, elle va augmenter la sensibilité des cellules à l'insuline. On a tout à l'heure que le diabète de type 2, les récepteurs, donc les serrures, le récepteur de l'insuline, il n'est pas fonctionnel. Donc la metformine, elle nous permet d'améliorer la fonction du récepteur. Donc augmenter la sensibilité des cellules à l'insuline pour que l'insuline qui est présente, qui est toujours présente à une quantité de diabète de type 2, elle puisse faire son travail. C'est important de connaître ce mécanisme. Pourquoi? Parce que la metformine, quand on dit ça, elle n'agit pas sur la sécrétion de l'insuline. Elle n'augmente pas la sécrétion de l'insuline. Si elle n'augmente pas la sécrétion d'insuline, donc elle n'a pas un effet indésirable hypoglycémiant qui est très élevé. Par rapport au glyclaside, donc un sulfamide, le glimépéride, c'est l'amarel diamicron, ils vont directement augmenter la sécrétion d'insuline. Quand on augmente la sécrétion d'insuline, le risque d'hypoglycémie, il est plus élevé. C'est pour ça que pour les patients qui sont sous sulfamide, il faut les éduquer par rapport au risque d'hypoglycémie, on va le voir par la suite. D'accord? Donc là, on a vu la carbose au niveau digestif, la metformine qui augmente la sensibilité des cellules mais n'augmente pas la sécrétion d'insuline, et les sulfamides, la sécrétion d'insuline par le pancréas. Maintenant, on a d'autres médicaments. On a vu tout à l'heure, donc le liraglutine et la sitagliptine. Liraglutide. C'est Victoza. Donc, c'est des nouvelles molécules, c'est très important. Alors, initialement, pour vous mettre un peu dans le cadre, le traitement du diabète de type 2, généralement, c'était la metformine, plus ou moins qu'un les sulfamides. Et d'ailleurs, au Maroc, Mazel, c'est ce qu'il y a, parce que c'est ce qui est... Donc, c'est ce que peut se permettre le patient. Mais c'est très important de connaître les nouvelles molécules pour vous, parce qu'on va voir ils ont beaucoup d'avantages qu'on va voir, que ce soit sur le cœur, sur les reins, et c'est ce qui va faire que vous de plus en plus. D'accord? Donc c'est important de les connaître. D'abord à la Victoza. En fait, ce qui arrive, c'est que quand on mange, quand on a une prise alimentaire, l'intestin ديالنا il va sécréter واحد الماده اللي هي GLP1. هاد الماده عندها بزاف ديال الفوائد. Donc elle va diminuer la glycémie. Elle augmente la sécrétion d'insuline. Elle augmente la sensibilité à l'insuline. Donc elle augmente le nombre de clés et elle améliore les serrures pour que l'insuline puisse faire son travail. Mais en plus de ça,
la satiété كتهبطنا l'appétit, c'est-à-dire que le patient ما كيبقاش فيه الجوع. داكشي علاش هاد les molécules elles sont aussi utilisées dans d'autres cadres. D'ailleurs كاين même sur les réseaux sociaux, ils peuvent زعما ils sont on va dire conseillés à tort bien sûr, mais c'est pas une bonne pratique pour les gens اللي باغيين ينقصوا في الوزن. D'accord. هادو alors شنو تيطرا هاد الماده عندنا حنايا كتفرز داكور هي اللي كتخلينا ما كناكلوش بزاف. Maintenant il y a des médicaments qui permettent اللي كيشبهوا لها هو هاد لي راغلوتيد داكور هو هاد لي تسموا لي analogues de GLP-1 بحال لي راغلوتيد et ils permettent d'avoir les mêmes effets que ce produit-là. Donc, diminuer la sensation de faim, augmenter la sécrétion et la synthèse d'insuline et augmenter la sensibilité, donc les tissus qui prennent le glucose. En plus de ça, ils ont une protection cardiovasculaire. Donc, et c'est ça l'intérêt vraiment de ces médicaments. Donc, les kishbho, donc liraglutide, ou aussi sitagliptine. Sitagliptine, c'est quoi? Donc, هنرجعوا لهاد المادة اللي كيفرز l'intestin, c'est GLP-1. GLP-1, il a tous ces effets-là, mais il est dégradé par واحد l'enzyme, il y a DPP4. Donc, il le dégrade. Il y a des médicaments qui vont inhiber l'enzyme هادي. Ils vont inhiber l'enzyme qui dégrade le GLP-1. Donc, si le GLP-1 ديالنا endogène n'est pas dégradé, هيطلع le taux ديالو. Donc, هيطلع le taux ديالو في الدم. Et les médicaments, les inhibiteurs de DPP4. D'accord? Donc, c'est la sitagliptine qui a un peu les mêmes effets. Et puis, la dernière classe, donc là, voilà, donc on a vu la carbose, on a vu l'iraglutine, sitagliptine et les sulfamides et la metformine. La dernière classe, c'est la dapagliflozine. La dapagliflozine, c'est quoi? Donc, vous avez juste, c'est un schéma, on va dire, d'une cellule, le rein. Au niveau du rein, on a un transporteur qui permet de réabsorber le glucose et le sodium. Je vais réabsorber le glucose et le sodium. Le glucose ou sodium, donc les urines, qui va être excrété par les reins, cette pompe, au niveau du sang. Donc, il a le glucose au niveau du sang. Hypo ou la hyperglycémie. Hyperglycémie. Donc ces molécules-là, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont inhiber la pompe. ما كتخليش الجلوكوز يعاود يرجع للدم، ce qui fait تيخرج هو والصوديوم والماء تيخرجوا. داكشي علاش هاد les molécules, elles sont utilisées en même temps في diabète et en même temps l'insuffisance cardiaque, et ça permet le sang, enfin la volémie c'est-à-dire le maf qui est d'accord. Cette dapagliflozine, c'est la Forxiga. Donc voilà. Et la sitagliptine, c'est la Januvia. Donc juste pour connaître un peu les noms de spécialité. Très bien. Donc globalement, pour les antidiabétiques, le diabète de type 2, on va revenir sur l'avantage de kulla wahed, mais globalement, c'est comme ça qu'ils agissent. Donc, soit directement, ils vont augmenter la sécrétion d'insuline, soit ils agissent indirectement en augmentant la sensibilité des cellules, les cellules qui voulaient le glucose, ou là au niveau rénal, les dernières molécules. D'accord? Donc ça, c'est pour les antidiabétiques. Maintenant, vous savez, on l'a dit tout à l'heure, à un moment, le diabétique de type 2, il va passer à l'insuline. Généralement, c'est en moyenne 10 à 15 ans après le diagnostic, parce que, comme on a vu le mécanisme, au début, c'est une résistance à l'insuline, mais par la suite, on va vers la diminution de la sécrétion d'insuline. Donc, on tombe dans l'insulinopénie. Le patient, un diabétique de type 1, il ne va pas avoir d'insuline, donc et à un moment, le patient passe à l'insuline. Et c'est ce qu'on a donc aussi au niveau des pharmacies. On a l'insuline normale, donc humaine, et on a les analogues.
Donc l'insuline, bien sûr, je vous ai remis le schéma اللي قبل حيت l'insuline qu'on va prendre par un médicament, elle va avoir le même effet qu'une insuline endogène qu'on a sécrétée. Ouais, ما تخلعوش. Alors qu'est-ce que c'est? L'insuline humaine, c'est l'insuline rapide. Vous connaissez l'acte rapide. Donc il y a l'insuline humaine, qu'un patient va s'injecter en sous-cutané. Mais le problème avec cette insuline rapide, c'est que déjà, qu'elle a un pic, l'absorption ديالها باش هاد les pics بحال هكا شحال le taux ديالها في الدم. D'accord? Donc هنايا عندها un délai d'action de 30 minutes. Donc خصها 30 دقيقة عاد دير l'effet ديالها والeffet ديالها كيبقى 7 heures. Donc le patient quand il mange باش ياخذ l'insuline خصو ياخذها قبل بواحد 20 دقيقة 30 دقيقة باش تجي l'effet ديالها مع داك l'hyperglycémie qui est lié à la prise alimentaire donc au repas. Et c'est pas toujours facile. Donc il انسى كيفاش يدير خصو يعاود يتسنى 30 دقيقة عاد باش ياكل. En plus de ça, la durée ديالها 7 سوايع. Donc 7 سوايع هو واخا ياخذها في الوقت وياكل 7 سوايع وحنا عندنا l'hypoglycémie. Donc à un moment غنطيحوا في l'hypoglycémie. D'accord? حيت 7 سوايع هو عنده l'effet ديالو. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a développé des molécules qui يشبهوا l'insuline humaine mais عندهم un délai d'action plus rapide. Donc le patient il le prend même au milieu du repas, même juste à la fin du repas c'est possible. Donc rapidement ils sont absorbés, c'est les analogues rapides. هما Novorapide, l'humalogue, Lapidra. Donc هادوك عندهم un délai d'action 10-20 minutes rapide et qui يبقاو 3 à 5 heures. Donc on n'a pas le risque d'hypoglycémie اللي يقد يكون مورا الماكله. Voilà, هادو c'est pour les rapides. Ensuite, bien sûr حنايا في الذات ديالنا عندنا l'insuline elle est sécrétée مع الماكله ولكن elle est aussi sécrétée tout le long de la journée. واحد un taux qui est minimal. Voilà, le basal, exactement. Donc aussi, ils ont développé d'autres molécules d'insuline qui permettent d'avoir la même absorption, donc pour avoir le même effet d'une insuline qui va rester toute la journée. Il y a l'insuline lente, d'accord? Les lentes et les ultra lentes. Et là, pourquoi c'est important de les connaître? Parce que il a une durée d'action de 20 à 24 heures. Donc 20 à 24 heures وكتخاد مرة في النهار. Donc خاصها تخاد في نفس الوقت. إلا تخادت قبل ولا يقد يكون le patient يكون بحال ما دايرش l'insuline ما عندوش l'insuline. Par contre les autres عندهم des durées d'action qui sont plus longues. بحال دابا الديغلوديك تريسيبا قد نقولوا الباسيون يقد ياخذهم في نفس الوقت كم يقد يتعطل حتى ل 8 سوايع. حنا ما نقولوش حتى ل 8 سوايع bien sûr, mais s'il ne la prend pas au même moment, ça ne pose pas de problème. D'accord? Donc, il y a vraiment les insulines. Ce qui est important à savoir, c'est qu'on a l'insuline normale et on a développé des insulines rapides, donc à prendre avec les repas, et puis des insulines lentes qui vont être prises 1 ou 2 fois par jour, qui vont, elles, être plutôt basales. Voilà, donc on a vu tous les mécanismes d'action des différentes molécules. Maintenant, ça c'est important, pourquoi? La classe, elle a un intérêt. D'abord sur le poids. La différence entre les médicaments. Sur le poids, qu'est-ce que vous voyez ici? Donc, on a la metformine 0. Donc, plus ou moins, elle n'a pas d'effet sur le poids. Les sulfamides et les insulines, on l'a vu tout à l'heure. Elle augmentait la synthèse des lipides. Donc le patient qui va prendre l'insuline ou bien les sulfamides, il va avoir une prise de poids. D'accord? Ça, c'est un effet indésirable. Pour les autres, au niveau rénal, donc inhibiteurs de la pompe, ou bien les GLP-1, le liraglutide, on a vu que eux, ils vont diminuer le poids. Donc ça, le tableau, ça nous permet par la suite de voir quel médicament, le type de patient qui va le prendre.
Ensuite, on a le risque d'hypoglycémie. On l'a vu tout à l'heure. On va l'avoir surtout avec l'insuline, bien sûr, c'est l'hormone hypoglycémiante, mais on va l'avoir aussi avec les sulfamides, parce qu'ils augmentent la sécrétion d'insuline. Donc, chez les patients qui sont sous insuline ou bien sous sulfamide, c'est-à-dire Amarel, Diamicron, ils ont le risque d'hypoglycémie très élevé. Donc, il faut les éduquer aux signes d'hypoglycémie et comment faire le resucrage. On va le voir rapidement par la suite. Le bénéfice cardiovasculaire aussi, donc on va le voir surtout donc les deux classes, au niveau rénal et les GLP-1. Et aussi, on va voir le bénéfice de la fonction rénale. Sur la fonction rénale aussi, bien sûr, la metformine, contre-indiquée, il a le patient a une insuffisance rénale ou la 30. Et il y a aussi, on fait la différence entre les molécules par l'effet sur la glycémie. C'est-à-dire si des patients on va plutôt donner des médicaments qui ont une forte action sur la glycémie. Voilà, donc le tableau il nous permet de connaître les différences. Alors je vais pas rentrer dans les détails, mais ce qui est important à savoir, c'est que c'était la metformine et les sulfamides. Maintenant, c'est plus le cas. Maintenant, les recommandations de diabète de type 2, ça va être selon le patient. Un patient qui a un risque cardiovasculaire talé, ça va être plus les médicaments qui ont une action sur le cœur. D'accord ? Patient qui a une insuffisance cardiaque, les IS-GLT2 qui agissent au niveau rénal, qui écrasent le sodium et le glucose, c'est ce qu'on va utiliser quand on a un patient qui a en plus l'insuffisance cardiaque. Bien sûr aussi, les patients qui ont un poids talé, on va plutôt utiliser les médicaments qui agissent sur le poids. D'accord ? Donc maintenant, le diabète de type 2, ça va être selon les types, selon le profil du patient et même l'hémoglobine glyquée qu'on va viser. L'hémoglobine glyquée, donc le khazan, ça nous permet de diagnostiquer bien sûr le diabète, mais ça nous permet aussi de suivre par la suite le traitement de l'atteint, et avec le patient, le médecin va fixer un objectif. L'objectif, c'est pour tous les patients. Chaque patient a l'objectif dialogue. Un patient qui est bien portant et tout, on donne la glycémie, bzaf. Mais un patient qui est déjà kbir flage, donc un sujet âgé, on ne va pas viser des objectifs qui sont très stricts. D'accord ? Donc en officine, c'est important de connaître la physiopathologie et les mécanismes de traitement. Ça nous permet d'optimiser le traitement et surtout d'insister sur l'observance. Ça, c'est très important parce que le patient qui n'est pas bien observant, et quand je dis observant, c'est observant aux mesures hygiéno-diététiques, observant au traitement, comment le traitement il est pris. Donc vous avez vu un peu, rire pour les insulines, ils doivent être prises de la bonne manière, donc selon l'absorption du dialogue. L'observance, il faut toujours l'évaluer avec le patient, ou je dois dialogue, ou je correctement. Et aussi, ce qui est important en officine, c'est la gestion des interactions. C'est important d'en parler. La gestion des interactions. Et quand je dis des interactions, c'est les interactions avec les médicaments, mais interactions aussi, quand on parle de diabète, il y a aussi interaction avec quoi ? Qu'est-ce qui peut modifier la glycémie, à part l'alimentation ? Comme un patient qui prend des cocktails de plantes pour diminuer la glycémie dialogue. Donc ça, c'est important aussi à relever. Donc déjà, on va voir les interactions médicamenteuses. Les interactions médicamenteuses, le diabète, on va dire qu'il y a deux types. Il y a les interactions avec les médicaments qui vont augmenter et diminuer la glycémie, et il y en a plusieurs, on va en voir quelques-uns. Et il y a des médicaments qui n'agissent pas sur la glycémie, mais ils vont être avec les médicaments hypoglycémiens. Donc les antidiabétiques. Et là, je vous donne un exemple très important et qui est très fréquent parce que les patients diabétiques, ils vont faire des infections et surtout des infections fongiques. Donc le fluconazole, c'est un médicament qui est assez prescrit chez le patient diabétique. Sachant que le fluconazole, qu'est-ce qu'il dit ? Avec le sulfamide, qui est glimépiride. Le glimépiride, il est métabolisé, c'est-à-dire que
ملي كيسالي الدور ديالو il est métabolisé pour être après éliminé. هاد le fluconazole ما كيخليش il inhibe son métabolisme. Donc كيبقى لنا في الذات اكثر من الوقت اللي خصو يبقى. وإلا بقى الجليميبيريد كي ان سلفاميد hypoglycémiant اكثر ديال الوقت شنو غتقراو شنو غيطرا زعما شنو هو لو ريسك كون بو افوار c'est l'hypoglycémie, d'accord? Donc c'est des médicaments qui sont anodins, زعما الكاينين موجودين ils sont prescrits mais on a un risque qui est très important. Donc هنا bien sûr je vais pas mettre toutes les interactions mais c'est important de chercher surtout pour les patients diabétiques soit في الفيدال ولا des fois تيكونوا automatiquement عندكم في les applications les interactions médicamenteuses. Là je vais juste rajouter une chose, qu'il y a des sites qui sont plus intéressants pour les interactions médicamenteuses. Il y a un site سميتو drugs.com, ما عرفتش واش كتعرفوه, c'est drugs.com. فيه deux parties, fait une partie pour patients, une partie pour professionnels de la santé. La partie des professionnels de la santé elle est intéressante. Non seulement كيعطيك كيفاش كيطرا هذا التفاعل donc l'interaction mais aussi comment la gérer. شنو خصك تكونسيي, واش يهبط لا دوز, واش يحبس, واش يدير une surveillance كتر. D'accord? Donc le site il est très intéressant pour ce genre d'interaction. Et il faut garder en tête un patient surtout sous sulfamide, il faut checker les autres. Donc خصك تقلب les médicaments اللي تياخذ واش كيتفاعلوا ولا لا مع الدواء ديالو. Il y a bien sûr, on l'a dit tout à l'heure, donc des médicaments soit augmentent, soit diminuent la glycémie. Il faut les connaître chez le patient diabétique. بحال دابا l'aspirine à forte dose, le tramadol qui donne plus des hypoglycémies, et puis les corticoïdes. Bien sûr, les patients ils peuvent être sous corticoïdes. Et le problème avec les corticoïdes, c'est que parfois ils sont prescrits et on peut changer la dose, soit de l'insuline ou les sulfamides. Ou après ils sont arrêtés. Quand ils sont arrêtés, si on n'arrange pas la dose, on peut tomber dans l'hypoglycémie. Et là, c'est comme aussi lévofloxacine, ciprofloxacine, c'est des médicaments très utilisés, des antibiotiques, Tavanic, c'est des patients qui vont faire beaucoup d'infections. Les molécules, surtout la lévofloxacine, mara كدير lipo, mara كدير l'hyper, d'accord? Donc elle agit sur la synthèse de l'insuline, elle va perturber la synthèse de l'insuline. Et donc c'est très important. Chez ces patients, il vaut mieux ne pas donner les fluoroquinolones, c'est-à-dire lévofloxacine et ciprofloxacine, la famille Kamla. Mais quand on est obligé, il faut éduquer le patient à surveiller sa glycémie. S'il a une hypoglycémie, normalement, il doit arrêter le traitement. D'accord ? Et puis, ce que j'ai dit tout à l'heure, énormément de patients vont utiliser des plantes. Dans une certaine mesure, ça peut être bien, parfois surtout les plantes qui sont hypoglycémiantes, et surtout quand elles sont associées à des médicaments qui sont عندهم le risque d'hypoglycémie, comme les sulfamides ou l'insuline. Là, il faut faire très attention. Généralement, il ne faut pas conseiller. D'ailleurs, l'ADA, c'est-à-dire l'Association américaine de diabète, elle ne conseille pas du tout l'utilisation de plantes chez les patients qui sont diabétiques. Donc, on a par exemple le réglisse qui est plus hyperglycémiant. Et pour justement gérer ce genre de risque, il faut éduquer le patient sur les signes, déjà qu'il puisse reconnaître les signes d'hyperglycémie, les signes d'hypoglycémie, l'hypoglycémie comme la somnolence, la transpiration, la sensation de faim, et qui peut aller jusqu'à une perte de connaissance, l'hypoglycémie. Et d'ailleurs, l'hypoglycémie fait à des niveaux. On a le niveau 1, entre 0,7 et 0,54. On a le niveau 2, les moins de 0,54. Et puis niveau 3, où on fait la perte de connaissance. Les niveaux 2 ou 3, c'est une urgence médicale. C'est une urgence médicale. Et si le patient il est sous insuline, on doit lui injecter glucagon. D'accord? Généralement, je sais que ça ne se trouve pas toujours au niveau des pharmacies, parce que ce n'est pas très utilisé, mais au moins les patients qui sont sous insuline, ils doivent l'avoir chez eux, parce que ça peut sauver des vies.
D'accord? Donc là, et puis pour le premier, bien sûr, même ça peut arriver même au niveau de l'officine, il faut connaître les modalités de resucrage. Donc ça 15-20 grammes de sucre, c'est équivaut 3 morceaux de sucre blanc. Généralement, c'est les sucres rapides. On attend 10-15 minutes, on refait la mesure. On refait la mesure, la glycémie تطلع فوق من 0.8. إلا ما طلعتش فوق 0.8 بهذاك السكر، خصنا نعاودو نديرو un autre resucrage, donc redonner du sucre jusqu'à ce qu'elle aille au-delà de 0.8. Et si le patient est sous insuline, très important, il ne doit pas sauter la dose d'insuline suivante. واخا دار une hypoglycémie. Quand on arrange sa glycémie, il est lent, خصو ياخد la dose ديالو normalement. Et aussi, en officine, c'est important de rechercher la cause. Quand on a un patient qui a des signes d'hypo ou d'hyperglycémie, il faut rechercher la cause. نشوفوا واش ما خداش الدواء ديالو correctement, واش il y a eu une interaction, donc on a vu les interactions. Est-ce que c'est un écart de régime, donc c'est l'alimentation, واش le patient il a une infection, les infections qui déroulent des hyperglycémies. Ah, là, c'est l'évolution de la pathologie. On a dit que le diabète de type 2, à un moment, on va vers la diminution de l'insuline dans le sang. Donc, tôt ou tard, il va augmenter sa glycémie. C'est pour ça qu'on va changer au fur et à mesure son traitement. Donc, c'est une occasion donc, de l'orienter vers le médecin pour qu'il puisse modifier totalement son traitement. Voilà, c'est globalement ce qu'on avait à dire pour cette partie d'introduction. Le diabète, bien sûr, donc pour les messages clés, c'est un problème de santé publique. On l'a vu, on a vu les mécanismes, on a vu sa forte prévalence et les complications qu'il peut engendrer. En officine, c'est important de connaître les traitements, comment optimiser, donc comprendre les traitements et comment optimiser ces traitements. Et très important d'éduquer le patient sur la maladie. On a vu qu'avec des termes simples, on peut lui expliquer. Donc lui expliquer son traitement. Et aussi, je vais finir sur un mot très important, c'est le dépistage. Alors, au niveau de l'officine, on peut dépister des patients qui ne sont pas connus diabétiques. Voilà, merci beaucoup.